Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Est-ce que vous êtes déjà abonné à la newsletter de Zélie ? Une fois par semaine environ, nous vous envoyons des articles, des numéros, des podcasts, des appels à témoignages, de bonnes idées. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement sur la page d'accueil de notre site magazine-zélie.com. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Marine Vaujour. Avec elle, nous allons parler d'enseignement, de pédagogie et notamment une approche méconnue, celle de Pierre Faure, un prêtre jésuite du XXe siècle qui a imaginé une pédagogie que Marine appelle du Montessori à la française, donc effectivement c'est assez intriguant. Et d'ailleurs Marine Vaujour interviendra à ce sujet au Salon de la Liberté Scolaire, le Salon Lipsco, qui aura lieu le 1er février 2025 à Paris. Marine, bonjour. Bonjour Solange. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Petite fille, j'aimais beaucoup jouer. J'étais beaucoup dans l'imaginaire et je rêvais de pouvoir toujours jouer. J'aimais beaucoup créer et donc j'espérais, enfin le souvenir que j'en ai, c'était de devenir écrivain-dessinatrice pour pouvoir rentrer dans les mondes merveilleux. Et s'il y avait une chose que je voulais pas faire, c'est être maîtresse. Voilà, la vie a eu plein de rebondissements et aujourd'hui je le suis. Voilà, mais je rêvais de devenir écrivain-dessinatrice. J'ai lu que vous êtes dyslexique. Est-ce que c'est pas paradoxal de devenir enseignante quand on a cette difficulté ? Bah oui, en fait c'est paradoxal parce qu'on pense toujours que la maîtresse c'est la bonne élève. Et en fait moi le fait d'être dyslexique, ça m'a donné deux grandes forces pour être maîtresse. La première force, en fait, c'est parce que pour moi, l'école a été une difficulté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'engager pour elle, pour les enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, dans ma scolarité, parce que malgré mes difficultés, j'avais une mère enseignante dans mon école qui m'a toujours poussée, et donc j'ai pu faire des études. Mais je pense que j'étais consciente un petit peu de l'injustice qu'il y avait entre les enfants, suivant la façon dont ils comprenaient ce qui se passait en classe. Donc j'ai été touchée par ça et ça m'a donné l'envie d'être enseignante ensuite quand j'étais plus grande. La deuxième force d'être dyslexique quand on est enseignante, en fait, c'est que je pense en tout cas que la dyslexie, c'est une difficulté à rentrer dans un mécanisme d'apprentissage. Et donc en ça, ça me rapproche des élèves parce que encore aujourd'hui, quand j'écris, c'est pas automatique l'orthographe et donc je dois refaire des chemins d'apprentissage, et je dois repasser par des mécanismes qui me rapprochent du chemin de l'enfant et donc finalement en tout cas j'espère que c'est peut-être plus simple pour moi de me rapprocher du besoin de l'enfant et de son mécanisme d'apprentissage. Vous avez d'abord enseigné au cours L'Accordé à Roubaix, une école du réseau Espérance Banlieue. Qu'est-ce qui vous a amené à venir enseigner en zone PrEP+, c'est-à-dire dans des quartiers à grande difficulté sociale ? Quand j'ai découvert le projet Espérance Banlieue, j'ai tout de suite été conquise. Ça m'a tout de suite parlé parce que justement, je trouvais qu'il y avait ce côté de rétablir les injustices qui était là. Et puis il y avait une envie, il y a une envie chez Espérance Banlieue de faire société. Avec les enfants des quartiers prioritaires et ça me touchait particulièrement. Voilà, je suis déjà arrivée en service civique chez Espérance Banlieue pour ensuite être enseignante en maternelle et c'était vraiment l'envie de construire ensemble un monde meilleur avec les enfants qui sont là et qui vont demain construire la société et ces enfants ils sont dans les quartiers aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, pour ceux qui connaissent pas, ce qu'est le réseau Espérance Banlieue, qui compte maintenant 16 écoles ? Donc le réseau Espérance Banlieue, c'est un réseau d'écoles libres hors contrat qui sont situées en quartier prioritaire. Il y a 3 grands axes dans la vision d'Espérance Banlieue. La première, c'est l'exigence académique.
Chez Espérance Banlieue, on utilise des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Il y a des petits effectifs, donc on dit en général maximum 15 élèves par classe. Et donc, en fait, tout ça, ça offre un environnement de qualité de travail pour les professeurs. Donc, en fait, on a envie d'aller travailler en banlieue parce qu'on sait qu'on va avoir un environnement de qualité. On va pouvoir faire de la recherche pédagogique ensemble, travailler en équipe. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une exigence académique envers les enfants qui est forte. Le deuxième point, c'est un accompagnement éducatif solide. Donc en fait, les professeurs, on est aussi éducateurs. Un exemple très concret, c'est qu'on joue en récréation avec les enfants. On organise des jeux et voilà, on essaye à la manière de Don Bosco, on essaye de créer une vraie relation avec les enfants d'éducateurs. Ça va aussi avec la coéducation. Donc on travaille avec les parents, on fait un seul bloc pour aider l'enfant à s'élever. Et ça, c'est important. Un exemple très concret, quand le directeur reçoit un parent d'élève, le parent s'assoit à côté du directeur et non pas à côté de l'enfant pour montrer cette alliance des adultes pour élever l'enfant. Et le troisième point, il y a une envie chez Espérance Banlieue de faire découvrir le patrimoine aux enfants. Ils sont issus de l'immigration, mais maintenant ils habitent en France et c'est eux qui vont construire la France de demain. Donc c'est important qu'ils connaissent cette culture et qu'ils l'aiment. Dans cette école à Roubaix, vous avez travaillé avec vos collègues à mettre en place la pédagogie du père Pierre Faure. D'abord, qui était cet homme ? Le père Faure était un prêtre jésuite du XXe siècle. Il a fondé plusieurs écoles de maîtres à Paris et ensuite il a fait un peu le tour du monde pour parler de sa pédagogie. Il y a plusieurs écoles qui ont son nom en Amérique du Sud par exemple. Voilà, donc c'était un pédagogue et une rencontre clé pour lui, ça a été la rencontre d'Hélène Loubienska de Lanval, qui a été une des collaboratrices de Maria Montessori. Et qui a ramené la pédagogie Montessori en France, qui l'a adaptée à la langue française, et elle en a beaucoup parlé avec le père Faure. Elle lui a transmis plusieurs choses. Tout d'abord, cette importance de l'homme conscient que va reprendre le Pierre Faure. Et elle va du coup l'aider à créer l'enseignement personnalisé et communautaire en lui transmettant le matériel qui a été développé par Montessori, sa vision de l'enfant qui va reprendre à son compte et continuer à travailler dessus. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cet enseignement personnalisé et communautaire du père Faure ? Pour vous parler de ça, je pense que le plus parlant, ce serait d'écrire la journée d'un enfant qui rentre dans sa classe. Donc on va prendre l'exemple de Juliette qui a très envie d'aller à l'école. Elle est par exemple en CE2, voilà. Elle est dans une classe qui fonctionne en personnalisée et communautaire. Ça peut être dans une école sous contrat comme une école hors contrat, parce que c'est aussi beaucoup utilisé dans le sous contrat. Donc Juliette arrive dans la cour, ses parents viennent de la déposer et elle sait qu'elle peut monter tout de suite en classe, elle n'a pas besoin d'attendre que la cloche sonne et comme elle sait ce qu'elle a à faire aujourd'hui, elle a très envie de monter donc elle monte en classe. Elle va déposer son sac, déposer son manteau, mettre ses chaussons, rentrer dans la classe et là elle voit que dans la classe il y a déjà quelques élèves qui sont à table, qui commencent à travailler, qui travaillent. La maîtresse est déjà avec Jean en train de travailler et elle va aller prendre sa programmation et son plan de travail qui sont prêts. Donc sa programmation, en fait, c'est l'ensemble des connaissances de l'année qui sont réparties en activités qu'il y a à faire et donc sur toute l'année. Et le plan de travail, ce serait un petit peu comme la to-do list des activités qu'elle a choisi de faire durant la semaine. Donc en fait, il y a quelques jours, Juliette a rempli sa to-do list, son plan de travail, en disant qu'est-ce qu'elle va travailler pendant cette semaine. Donc ce matin, elle arrive, elle prend son plan de travail et elle regarde et elle voit qu'elle a pas mal de choses à faire, qu'elle a pas mal de travail. Et donc elle va commencer par faire une dictée. Mais cette dictée, elle va la faire seule grâce à du matériel qui s'appelle les dictées muettes, qui est un matériel développé par Hélène Loubienska.
Et donc elle va aller chercher un petit set d'images, de 9 images, et puis des lettres mobiles. Elle va prendre un tapis, elle va le mettre par terre, elle va étaler ses images et commencer à écrire les mots de la dictée. Si elle ne sait pas à quoi correspond une image, elle peut demander de l'aide d'un de ses camarades qui est là, ou si la maîtresse est disponible, elle peut le demander à la maîtresse. Voilà, donc elle va faire sa dictée, puis après, une fois qu'elle a terminé, elle va la laisser en place pour que la maîtresse corrige quand elle aura le temps, et elle va se mettre à un autre travail. Par exemple, elle peut recopier sa poésie, ou elle peut faire des opérations à l'aide de matériel. Elle va choisir, il y a plusieurs matériels à sa disposition pour faire ses opérations. Donc au bout d'un moment, un petit peu avant peut-être, la cloche aura sonné, les enfants qui n'étaient pas montés tout seuls monteront en groupe, et comme ils verront qu'il y a déjà des enfants au travail, ils vont rentrer calmement, parce que le calme invite le calme, et donc ils vont se mettre aussi au travail. Et donc on a comme une petite ruche qui est en place, chacun a son plan de travail, et c'est ce qu'il a à faire. La maîtresse peut être par exemple aussi sur une table d'appui, on appelle ça avec plusieurs élèves qui travaillent sur une notion particulière. Voilà, et donc ils vont travailler comme ça pendant 1h30 à 2h. Et au bout d'un moment, il y aura une petite clochette qui sera sonnée. Et il ne reste plus qu'un quart d'heure de travail, donc on se dépêche de terminer, on range, et on va se mettre au coin regroupement pour la mise en commun. Là, la maîtresse de Juliette leur a expliqué, ils ont l'habitude, dans ces classes-là, ils vont commencer tout d'abord par réfléchir. Ils ont 2 questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Puis finalement 2 choses différentes. Donc Juliette va se poser ces questions-là, et puis va commencer, quelques minutes après, la mise en commun. Il y a des élèves qui s'étaient inscrits pour présenter leur travail, donc ils vont le présenter. Il y a un élève qui lève la main parce qu'il se rend compte que finalement ils ont fait un petit peu trop de bruit à la fin de la séance et il voudrait le rappeler. Donc ils vont essayer peut-être de trouver une solution pour faire un peu moins de bruit. Voilà, et c'est comme ça que la mise en commun peut durer un quart d'heure. Et voilà, le groupe va être ainsi et va pouvoir clore ce temps de travail personnalisé. Et ensuite, la journée va se dérouler finalement de manière assez classique, on peut dire, par rapport à une école avec un fonctionnement traditionnel. On est en récréation, en fin de matinée, il y aura peut-être une leçon collective que la maîtresse va diriger, et puis l'après-midi, ils pourront faire du sport. Il y aura sûrement des exposés. Chez Perfort, on aime beaucoup les exposés. Il y aura du travail en petits groupes. Voilà, mais le reste de la journée va être assez collectif. Il y a cette alternance entre les moments collectifs, de mise en commun, et puis des moments de travail personnel. Ce qui est vraiment important dans cette pédagogie, c'est l'autonomie. Et en fait, on part du principe que l'autonomie, ça s'apprend. Beaucoup de maîtresses diront « mais moi, je pourrais pas mettre ça en place dans ma classe, ils sont pas du tout autonomes !» Mais en fait, ça s'apprend l'autonomie, et ça arrive au fur et à mesure. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils vont apprendre à faire des choix. Et ça s'apprend aussi. Donc quand Juliette va faire son plan de travail, elle va faire des choix, et quand elle va prendre son plan de travail pour choisir ce qu'elle va faire aujourd'hui, elle va aussi faire des choix. Ce qui est très important dans l'esprit du Perfort, c'est que l'élève soit rendu responsable de son travail. Et ça, c'est un apprentissage pour toute la vie, et qu'on commence dès l'école primaire. Alors le Perfort disait, il existe une double aspiration en l'être humain, l'aspiration à être soi-même et l'aspiration à communiquer avec l'autre. En réalité, c'est un même mouvement. Alors pourquoi c'est un même mouvement d'être soi-même et de communiquer avec l'autre ? Oui, c'est une citation qui est très intéressante, parce qu'en fait, elle révèle vraiment ce qu'est l'enseignement personnalisé et communautaire. En fait, il dit qu'il y a une double dimension à la personne humaine, une dimension personnelle et une dimension sociale. La personne entre en possession d'elle, elle va vraiment pouvoir rentrer en elle pour assimiler des choses de l'extérieur, et ensuite elle va avoir le pouvoir de se donner un objectif et donc d'aller vers l'autre. En fait, donc ces 2 mouvements, c'est le premier, que la personne marque de sa singularité ce qu'elle assimile et ce qu'elle crée. Donc la personne a une puissance assimilatrice
qui est forte. Et ensuite, le groupe va l'engager à sortir d'elle-même. Et donc ça fait partie, c'est une partie forte de la philosophie de Pierre Fort, c'est ce double mouvement personnel et social qui est très important. Et est-ce que cette approche est chrétienne de manière explicite ? Oui, elle est chrétienne de manière explicite. Tout d'abord, il s'inspire de Maria Montessori qui elle-même était chrétienne. Quand on lit ses livres, toutes les 2 pages, elle nous rappelle que Jésus était le meilleur éducateur. Ensuite, lui, Pierre Fort est jésuite, prêtre jésuite. Et donc, ce qui va transpirer un petit peu de chrétien dans cette pédagogie, c'est tout d'abord que pour lui, l'enfant doit réaliser sa vocation. Donc ça, c'est profondément chrétien. Ensuite, il va être invité à faire des choix, à se prendre en charge par son travail. On faisait un lien la dernière fois, on disait qu'il était profondément chrétien dans cette approche. C'était qu'il y avait une partie de la doctrine sociale de l'Église qu'on pouvait complètement trouver dans la pédagogie du Père Fort, c'était le principe de subsidiarité. Et en fait, un des piliers de la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'il faut respecter le principe de subsidiarité et donc rendre responsables les personnes concernées. Et ça respecte leur liberté et leur dignité. Et quand on rend les enfants autonomes, finalement, on respecte complètement cette subsidiarité. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect de la manière de voir l'enfant. Et puis de manière très concrète, le Père Fort invitait souvent les enfants, alors je ne l'ai pas donné dans l'exemple de Juliette, mais souvent il y a un moment de retour au calme, où on apprend à faire silence, et souvent le Père Fort terminait cette leçon de silence par la prière. Parce que pour lui, voilà, le silence intérieur pouvait conduire à la prière. Et donc il faisait souvent ces exercices de leçon de silence qu'on retrouve beaucoup chez Hélène Loubienska. Voilà, on terminait par la prière. Et son but, c'était du coup de conduire l'enfant à Dieu, comme ça. Même si j'imagine qu'on peut appliquer cette approche de manière non confessionnelle, j'imagine dans certaines écoles qui ne sont pas spécifiquement chrétiennes. Et alors, du coup, finalement, quelles sont les différences avec la pédagogie Montessori Tout d'abord, je vais parler des similitudes, parce qu'il y en a. Un premier, c'est le respect du rythme de l'enfant. Ensuite, le lien entre le corps et l'esprit. Puis cette vision de l'enfant dont je parle depuis tout à l'heure, ça c'est complètement dans la lignée de Montessori. Il y a le besoin d'autonomie, de responsabilisation. Et alors il y a cette phrase, c'est une phrase de Pestalozzi, mais elle est reprise par Pierre Fort, et je pense que c'est complètement en adéquation avec Montessori. C'est de mettre l'enfant en état de recevoir et de considérer chaque individu comme une personne susceptible de progrès. Ça, c'est vraiment des liens qu'ils ont entre Montessori et Pierre Fort. Et puis aussi au niveau du matériel, le matériel didactique, il y a beaucoup de similitudes entre le matériel didactique de Pierre Fort et Montessori, même s'il y a quelques adaptations. Et donc dans la différence, au niveau de ce matériel, moi je trouve qu'on apporte une plus grande liberté au professeur de construire son matériel en fonction des besoins de sa classe, de comment il réfléchit à un problème et il va l'adapter au niveau pédagogique, au niveau didactique. Et donc, en Pierre Fort, on va être invité à construire du matériel, alors qu'en Montessori, c'est une pédagogie assez figée. Et puis ensuite, donc il y a les méthodes organisationnelles, ce que je vous parlais tout à l'heure, des programmations et du plan de travail. Ça, c'est typique Pierre Fort, donc voilà, de la manière de s'organiser dans son travail. Et ensuite, l'aspect communautaire, par les mises en commun, les travaux de groupe, et puis Pierre Fort aussi invite le professeur à faire des leçons classiques face au groupe, ce qu'on ne voit pas en Montessori. Alors, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais est-ce que vous pourriez donner des exemples précis de ce que vous avez vécu en appliquant cette pédagogie Pierre Fort ? Oui, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, donc quand j'enseignais en maternelle, il y avait un enfant qui m'a marqué, c'est Iliane. Il est arrivé en moyenne section du coup à la Cordée à Roubaix. C'était le petit dernier d'une famille de 3 garçons, si je ne me trompe pas. Et Iliane, il est arrivé, il aimait déjà beaucoup les nombres. Voilà. Et donc, en fait, grâce à la pédagogie personnalisée, il a pu aller au fond de cette passion. Pendant des mois, il a beaucoup travaillé les mathématiques.
certains pourraient dire beaucoup trop, mais en fait on l'a laissé aller au bout de cette passion. Et donc en fait en début de grande section, il avait déjà terminé tout le programme de mathématiques. Il savait compter jusqu'à 1000, il comptait des fois jusqu'à 1000. Il savait faire des additions et des soustractions à 3 chiffres grâce au matériel. Et donc voilà, il était vraiment allé très loin dans le matériel de mathématiques. Il aimait beaucoup ça. Et donc on était tous très contents pour lui. Mais moi je me demandais quand même, je me dis mais en fait il adore les maths, il sait super bien les nombres. Par contre il connaît pas une lettre, ce petit Ilian. Et donc je me suis dit mais comment ça va marcher? Mais trust the process, ça va aller. Donc voilà, je l'ai laissé faire. Et en fait une fois qu'il avait terminé cette progression de mathématiques, il a vu que les autres élèves commençaient à savoir lire des petits mots, parce qu'ils avaient appris les lettres, ils avaient réussi à faire des syllabes, et puis ils avaient réussi à faire des mots. Et donc, d'un coup, en regardant les autres travailler, il s'est ouvert aux lettres, aux mots, et en fait, à la fin de l'année, il avait un très bon niveau de mathématiques, mais il savait aussi lire. Voilà, c'était fou. Et puis, quand j'en ai parlé aux parents, ça m'a beaucoup marqué, parce que la maman m'a dit... ah oui, il sait lire, il sait compter, c'est super. Mais par contre, en fait, moi, c'est le seul de mes garçons qui m'aide à la maison. Parce qu'en fait, Ilian, par son travail, était devenu aussi très autonome. Et donc, c'était le seul enfant qui aidait sa maman à la maison, parce qu'il avait compris la puissance de l'autonomie. Voilà, donc c'est en ça que l'exemple d'Ilian, il m'a marqué. Et le deuxième exemple que je pourrais donner, plus pour les instits, donc c'est dans mon rôle plutôt d'accompagnement de professeurs. J'ai accompagné plusieurs professeurs à mettre en place la pédagogie personnalisée dans leur classe en primaire. Et je me rappelle de l'exemple de Geoffrey, qui avait un double niveau, et c'était compliqué pour lui de gérer ce double niveau. C'était un CPCE1. Et donc il voulait mettre en place, on lui avait proposé de mettre en place la pédagogie personnalisée communautaire dans sa classe pour répondre à ce besoin-là du double niveau. Et ça a très bien marché. Alors au début en fait il faisait des ateliers, mais juste pour quand les enfants avaient terminé leur travail, ils pouvaient prendre quelques petits ateliers occupationnels. Mais en fait c'est pas ça la pédagogie personnalisée. Et donc il s'est mis à vraiment faire de la pédagogie personnalisée, à avoir un groupe qui travaille en autonomie sur des fiches d'exercice, sur un travail qu'ils avaient vu, et un groupe qui faisait du travail personnalisé, et lui était là pour répondre au groupe aux besoins des enfants qui faisaient du personnalisé, avec des ateliers, et ça a permis de répondre à son besoin de double niveau. En quoi cette pédagogie a-t-elle pu aider les enfants de ces familles qui sont plus fragiles au niveau social, plus particulièrement ? Oui, je trouve qu'elle est adaptée à vraiment tous les enfants, et particulièrement à ceux qui sont dans des milieux sociaux précaires. Tout d'abord parce qu'on invite les enfants à l'autonomie, et en fait se responsabiliser dans le travail scolaire, ça va être très important pour ces enfants-là, parce que ils n'auront pas forcément leurs parents le soir pour leur dire de faire leurs devoirs, et donc s'ils comprennent les enjeux de l'autonomie, ils vont avoir plus de chances de pouvoir faire des études. Et sinon, c'est aussi au niveau du matériel qui est proposé, qui invite au mouvement. Bon, on a beaucoup d'enfants, alors là, c'est pas que dans les milieux sociaux précaires, mais qui sont de plus en plus sur les écrans, et donc qui ont de plus en plus besoin de bouger, finalement, et de mettre leur corps en mouvement pour apprendre. Et là, on propose de travailler avec du matériel qu'ils vont pouvoir déplacer, où ils vont avoir tout leur corps en mouvement, la main, l'œil, en fait mettre tout leur corps en mouvement pour l'action d'apprendre, et pas juste sauter sur un ballon pour détourner l'attention, mais vraiment mettre le geste au service de l'apprentissage. Et ça, je pense que c'est très important pour ces enfants-là aussi. Vous continuez aujourd'hui à réfléchir sur cette pédagogie et à la transmettre avec l'ILFM, l'Institut de formation de la Fondation pour l'école. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous touche tant dans cette approche du père fort ? Oui, donc je travaille avec l'ILFM, et ça me permet de pouvoir transmettre à des professeurs cette belle façon de travailler qui est, je pense, accessible à beaucoup de professeurs, qui va beaucoup rejoindre les professeurs qui sont créatifs
et il y en a beaucoup. Et surtout, ça va leur permettre de réfléchir sur le sens de ce qu'ils enseignent. Et ça, c'est important. Donc pour ça me fait plaisir de la transmettre aux professeurs. Et ce qui me touche aussi dans cette approche au niveau pour les enfants, de la vision de l'enfant, c'est qu'elle est adaptée à chacun, que ce soit le premier de la classe, celui qui a besoin d'être beaucoup stimulé, et ben en fait il va trouver la nourriture nécessaire en classe, et donc il va pouvoir travailler sur tout ce qui l'anime, et aller au fond des choses, pouvoir vraiment explorer au maximum de sa curiosité. Mais elle est aussi adaptée à l'enfant hyperactif qui a besoin de bouger, elle est adaptée à l'enfant dyslexique qui a besoin de plus prendre son temps pour aller en profondeur des choses et comprendre à sa manière, et ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc, voilà, donc la pédagogie personnalisée, elle est vraiment adaptée à tous les enfants d'une classe, je trouve. Et elle permet aussi de se rapprocher de l'envie profonde des enfants, qui est d'être responsable de lui-même, responsable de ses apprentissages, et puis d'apprendre en manipulant, de pouvoir partager ses découvertes. Voilà, en ça, je pense elle est vraiment proche de l'envie profonde de l'enfant. Oui, ce qui me paraît intéressant dans cette pédagogie que moi je connaissais pas du tout, c'est que c'est l'équilibre entre le travail personnel et le travail collectif, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple moi je me souviens quand j'étais enfant, j'aimais pas trop être un peu diluée dans le groupe, et être tout le temps dans un mode collectif, ça peut être un peu pesant, donc effectivement le côté personnel ça peut être un peu plus facile pour ceux qui apprécient travailler un peu seul, donc c'est chouette. Alors vous allez parler de cette pédagogie au salon Lipsco qui a lieu à Paris le 1er février 2025, et vous en parlerez en duo avec un enseignant. De qui s'agit-il ? J'ai la joie de partager cette passion de l'enseignement avec beaucoup de professeurs, et là je vais pouvoir partager ça avec Martial Perotto, qui est enseignant en CM2 au cours Clovis, donc chez Excellence Ruralité. On va donc pouvoir parler pendant 1 heure de la pédagogie personnalisée et communautaire. Et voilà, on partage cette passion de l'enseignement avec beaucoup d'acteurs du renouveau éducatif qui seront présents au salon de la liberté scolaire, qui est du coup accessible aux parents, aux professeurs, aux directeurs, aux créateurs d'écoles. Voilà. Il y aura plein de choses intéressantes, dont une conférence d'un neuroscientifique sur son livre Faites-les lire, pour en finir avec la fabrique du crétin digital. Ça va être très intéressant. Oui, c'est amusant parce que je suis justement en train de lire ce livre pour un article dans le prochain numéro de Zélie. Et Faites-les lire de Michel Desmurger. C'est vrai que c'est juste passionnant parce qu'il compile plein d'études sur la lecture et les enfants. Et j'en dirai plus dans l'article, mais c'est amusant que vous en parliez maintenant. Alors aujourd'hui, vous vivez en Haute-Savoie avec votre mari et vos 2 filles, dont l'une avec un handicap et de nombreux rendez-vous. Du coup, en attendant de reprendre un jour l'enseignement en école, vous êtes en train de fonder Petit Curieux, une activité de formation pour le personnel périscolaire. Qu'est-ce que vous allez proposer exactement ? Mon objectif, c'est toujours le même, c'est de rendre encore plus accessible la pédagogie personnalisée et communautaire. Et donc là, en Haute-Savoie, je voudrais former le personnel périscolaire, les éducateurs de MEX, à des ateliers qui soient ludiques, sur les savoirs fondamentaux, pour que les enfants puissent le soir, quand ils sont au périscolaire, quand ils sont au foyer, faire leurs devoirs avec du matériel didactique qui les met en mouvement, qui leur permet de se passionner pour un sujet. Voilà. Et donc j'essaye de simplifier au maximum l'accessibilité à ces pédagogies-là, en proposant des formations pour le personnel périscolaire. Mon premier atelier, c'est sur le thème qui me touche le plus, donc c'est l'apprentissage de la lecture, qui est un vrai enjeu en France aujourd'hui. Voilà, et donc j'ai adapté ces ateliers pour qu'ils soient disponibles en périscolaire. Et voilà, donc mon but c'est toujours le même, de réconcilier les enfants qui sont éloignés de notre système scolaire, pour qu'on fasse société ensemble. Question un peu plus générale, comment faire aimer l'école à un enfant qui n'a pas envie d'y aller parce que c'est long de travailler toute la journée ? En tant que parent, moi je peux que
vous encourager à mettre du sens dans les apprentissages, à ne pas réduire un apprentissage à sa fonction de un jour t'en auras besoin pour passer ton bac, c'est important l'orthographe, sinon t'auras l'air bête quand tu vas écrire, voilà, des choses qui risquent juste d'éloigner l'enfant du système scolaire, mais voilà, mais d'aller mettre du sens dans les apprentissages. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller chercher le sens profond des choses. Par exemple, pour l'orthographe, qui est des fois difficile à expliquer pourquoi moi je m'en fiche en fait de savoir les règles d'orthographe. Mais en fait, c'est hyper intéressant l'orthographe. C'est un code. C'est un code qui va te permettre de rentrer dans la phrase de manière hyper précise. Tu vas comprendre plein de choses. Le verbe, suivant comment tu l'écris, il va pouvoir te dire bien plus que ce verbe. Il va pouvoir te dire si c'est une fille qui fait cette action, si c'est un garçon, s'ils sont un, s'ils sont plusieurs. Voilà, et donc l'orthographe, c'est un code qui est hyper intéressant et tu vas pouvoir rentrer dans tous ces secrets si tu comprends ces règles de grammaire et d'orthographe. Pour finir, à chaque question courte, vous pouvez répondre par une phrase courte ou non. Complétez cette phrase, la personne humaine est pleine de potentiel. Un paysage que vous aimez. Une montagne enneigée. Oui, vous m'avez dit que vous habitiez en face du Mont Blanc. Ça va. Une femme qui vous inspire. Je pense qu'au niveau pédagogique, je pourrais dire que Maria Montessori. Mais pour sa force et son courage, je dirais Caroline Aigle, que d'ailleurs j'ai découvert il y a longtemps maintenant, dans le magazine Zélie. Un moment qui vous ressource. Une discussion avec une bonne amie. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez ? Merci Seigneur. Merci beaucoup Marine, et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de décembre 2024, janvier 2025. Un numéro double exceptionnellement. Si vous ne l'avez pas encore lu, ce numéro de 100 de Zélie est riche en témoignages en lien avec le thème de l'espérance. Le lien est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.